Mère, l'espèce nouvelle, chapitre 3, un début universel. Le pont évolutif. Mais le surhomme, c'est encore une toute petite transition. À la rigueur, quelques grosses têtes de plus dans l'univers. Ce n'est pas cela le fond du problème, encore que ce soit une condition préliminaire. Le sens de l'unité, la perception concrète de l'unité, c'est seulement le b.a.-ba des enfants de la nouvelle évolution. C'est simplement déboucher la vieille porte naturelle. Et en fait, pratiquement, ce n'est même pas pour donner quelques perceptions plus vastes, élargir le champ des curiosités et faire des petits bonshommes mondiaux. Il ne manquerait pas de candidats à la cervelle mondiale. Et puis quoi ? On percevrait un peu plus vastement la sordidité du monde, la misère du monde, la douleur du monde. Le premier résultat de cette unification est plus souvent douloureux que plaisant. C'est incroyable ce que l'on peut avaler. La conscience est très exacte. En fait, ce b.a.-ba, unificateur ou réunificateur plutôt, n'a pas la raison mentale que nous lui supposons. Nous ne pouvons pas nous empêcher de transplanter le vieil homme mental dans la peau du prochain être, mais c'est notre erreur. La raison en est presque mécanique, pourrait-on dire, de la mécanique physiologique, et pas du tout, ou accessoirement, pour les grands panoramas mondiaux. Cette conscience nouvelle, elle est écrasante, elle est formidable, elle est tout à fait disproportionnée aux petits réseaux de nerfs qui s'évanouissent quand ils se coincent le doigt dans la porte de la cuisine. Cette conscience, c'est d'abord un pouvoir, ou qui nous apparaît tel et qui est perçu tel par la conscience microscopique enfermée dans un treillis de veines, vénules et cellules pyramidales qui éclatent comme des bulles. Il faut que la mécanique de la substance matérielle s'élargisse pour supporter la charge. Il faut un changement corporel. La conscience même du corps doit faire un exercice d'élargissement ou d'éclaircissement, ce qui revient au même, correspondant physiologiquement à ce que peut être l'élargissement cérébral qui sépare l'homme du néolithique de l'homme devant sa télévision. Et ce que fera ou ce que pourra ce prochain être, nous n'en savons rien, à moins encore une fois de lui transférer nos propres qualités d'homme glorifié dont il n'aura probablement que faire. C'est seulement le corps qui peut comprendre, disait Mère. C'est lui qui saura et percevra avant nous ce que sera la prochaine vie. C'est au niveau de la matière que se déroule l'évolution, pas au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est l'addition jolie pour nous aider à comprendre le phénomène, si nous le voulons, et à y participer peut-être. Et nous trouvons ici deux textes clés qui, un jour, nous ont complètement ouvert les yeux, alors que nous en étions indécrottablement à chercher le prochain sens du monde avec des petites cellules pyramidales. Un premier texte de Sri Aurobindo. Une première phrase, comme il avait l'art de les faire, au milieu d'autre chose, sans avoir l'air de rien. Un corps entièrement conscient pourrait même découvrir et élaborer la méthode matérielle et le processus exact de la transformation matérielle. Ainsi, le corps serait le participant, l'agent de sa propre transformation, la manifestation supramentale. Puis un autre texte de Mère, extraordinairement lumineux.
tel qu'il est. Le corps physique n'est vraiment qu'une ombre très défigurée de la vie éternelle du moi, mais ce corps physique est capable d'un développement progressif. À travers chaque formation individuelle, la substance physique progresse et un jour, elle sera capable d'établir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie supramentale qui se manifestera. C'est le corps qui fera le pont. C'est dans le corps qu'est la clé. Tout le mystère commence là. D'où l'importance capitale qu'elle attachait à la culture du corps dans son laboratoire. Comme elle y veillait dans le moindre détail, comme elle se penchait sur chacun, chaque exercice, chaque mouvement du corps. Jamais on n'avait vu au monde, surtout dans les années 45 à 50, une institution qui consacrait tant de temps et tant de soins au corps, plusieurs heures tous les jours, et jamais des exercices spécialisés. Chacun devait pratiquer toute la gamme des exercices, et les filles faisaient de la boxe comme de la barre fixe ou des haltères. On peut se demander en quoi la boxe peut faire un corps nouveau, à part un corps musclé, et si les champions de la course à pied ont plus de chance dans la prochaine évolution que des licenciés ès-lettres. C'est bien possible, après tout. Mais tout dépend de la façon dont on court, et tout dépend de la façon dont on fait une licence. Et là aussi, il y a un imperceptible détour dans ce yoga invisible du prochain monde. On fait tout pareil, mais avec une attitude différente. On peut monter les escaliers avec conscience. On peut soulever un baquet d'eau avec conscience. On peut se servir de son corps avec conscience et on peut aussi faire de la course à pied avec conscience. La gymnastique, c'est simplement un moyen ou un prétexte pour infuser de la conscience dans la matière. Peut-être même une autre conscience. Ou peut-être, tout simplement, pour éclaircir un certain nombre de cellules et permettre à la conscience au fond, cette conscience exacte, cette conscience vraie, cette conscience de vérité de la matière, de transpercer toutes les couches obscures de l'inertie corporelle et de commencer à œuvrer directement dans le corps, comme elle œuvre dans l'oiseau, l'atome et partout, mais indirectement, à travers une certaine habitude d'être ou une certaine manière d'être oiseau, de plante, de table ou de moule quelconque. C'est le vieux moule d'être, la vieille manière d'être corporelle qui doit se laisser imprégner et manipuler autrement. Il faut découvrir la prochaine matière. Le corps doit découvrir et élaborer sa prochaine manière. Une aventure. Comme elle les exhortait, les poussait, ses enfants. Quelle tonne d'énergie elle déversait sur eux. Toute l'atmosphère était comme électrisée par sa présence, comme si, vraiment, les portes du possible s'ouvraient. Personne n'est allé là. Personne n'a fait ça. C'est un début universel, leur disait-elle. C'est par conséquent une aventure absolument inattendue et imprévisible. Chaque soir, ils passaient un à un devant elle, après leurs exercices, pour recevoir ce regard qui enfonçait les portes, délivrer l'impossible du fond de ce corps encrassé d'atavisme, défaire toutes les vieilles habitudes,
les vieux refuges de mort, les petites négations de la grande peur du nouveau dans ses cellules. Je vous convie à la grande aventure. Il ne s'agit pas de refaire spirituellement ce que les autres ont fait avant nous, parce que notre aventure commence par-delà. Il s'agit d'une création nouvelle, entièrement nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévu, de risques, d'aléas. Une vraie aventure dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Quelque chose qui n'a jamais été dans cet univers présent et qui ne sera jamais plus de la même manière. Si cela vous intéresse, eh bien, on s'embarque. Ce qui vous arrivera demain, je n'en sais rien. Il faut laisser de côté tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a combiné, tout ce qu'on a bâti, et puis se mettre en marche dans l'inconnu. Et advienne que pourra. Voilà. Elle était là, toute petite et très blanche, sous cette grande carte de l'Inde. Elle tournait une fleur de frangipanier, la perfection psychologique, entre ses doigts, tandis qu'elle parlait, et c'était comme si, vraiment, sur un coin de terre, un nouveau chapitre de l'évolution s'ouvrait. Si seulement ils avaient vraiment compris, si seulement quelques-uns, 2, 3, avaient vraiment, totalement essayé. Et pourtant, dans ces premières années, une poignée a vraiment essayé. Nous avons vu le grand possible briller dans quelques yeux et une si jolie sincérité, si simple, si fraîche, dans quelques filles, il faut bien le dire, plus que les garçons. Là, sous leur serre-tête de tulle blanc, qui faisaient leurs exercices avec un clair enthousiasme, travaillaient le jour dans leur coin d'imprimerie à la monotype ou à laver la vaisselle. Il y a eu quelques exemples purs, mais la deuxième vague d'enfants n'était déjà plus la même. La vague du monde était déjà là, toujours là. Le problème, vraiment, était le problème du monde entier. La contagion. Un début d'évolution nouvelle, c'est frêle, c'est menacé comme une jeune pousse. Nous ne savons pas combien d'espèces furent essayées par la nature, détruites et réessayées, jusqu'à ce que la pousse, une pousse, survive aux millions de petits insectes et au climat difficile. C'est un tableau très exact de ce qui se passe et s'est passé et se passera chaque fois qu'une tentative nouvelle voudra germer sur ce terrain évolutif. Peut-être les difficultés mêmes sont-elles voulues par la nature pour faire la force de ces jeunes pousses. Nous comprenons toujours mal la vaste sagesse de notre mère et ne savons pas assez que ces obstacles sont ses instruments de travail et qu'elle est, mon Dieu, aussi dans le petit insecte qui veut détruire la jolie pousse. L'humanité doit bien comprendre la situation parce que l'entreprise évolutive, il faudra bien qu'elle la fasse ici ou là, sous une forme ou une autre, avec un vocabulaire ou un autre, un bonnet de tulle ou d'astrakhan. C'est comme cela, on y va tous. Et le problème est le même pour tous, avec cette chenille ou une autre. Il faut essayer d'unifier un terrain, leur disait-elle,
de produire un sol particulièrement fertile pour que le maximum de réceptivité soit obtenu collectivement. Oui, un peu comme de jeunes arbres qui aspirent pour que la pluie tombe, et quand ils sont là, bien serrés ensemble, le nuage vient là, il ne va pas verser sa pluie ailleurs. Il faut des plantes, beaucoup de plantes, de jeunes plantes pour attirer la pluie. Sinon, c'est du désert civilisé et rien ne pousse, que des machines. C'est une loi simple. Il y a aussi de la météorologie évolutive. Il y a un moment dans la vie de chacun, un moment où cette nécessité de sincérité parfaite vient comme un choix définitif. La sincérité, c'est d'aspirer à la jolie pluie, celle qui fait pousser. Mais c'est curieux, on aspire aux microbes en même temps, on tire toujours dans deux directions. Il y a aussi un moment dans la vie collective, quand on fait partie d'un groupe, il y a un moment où le choix doit se faire, où la purification doit s'accomplir. Quelquefois, ça devient très sérieux. C'est presque une question de vie ou de mort pour le groupe, et il faut qu'il fasse un progrès s'il veut survivre. Elle était penchée, là, sur cette jeune cocoterée, et comme elle versait sa pluie de lumière sur eux. L'ashram, c'était un nom. Elle se moquait tout à fait des histoires d'ashram. Elle n'était pas venue ici pour faire un ashram. Mais c'était ce coin de terre où il fallait qu'une pousse, une seule pousse, prenne dans ce terrain évolutif. Il fallait que quelque part, le problème soit conquis sur la terre. Et c'était exprès. Sri Aurobindo et elle avaient choisi de faire pousser leur expérience évolutive dans les conditions mêmes du monde, pas sur un Himalaya, pas entre quatre murs, au milieu même de la société. Il fallait que l'expérience puisse tenir au climat du monde, ou alors, à quoi ça sert? Mais le monde, c'est très contagieux. Elle leur expliquait la totalité du problème, jour après jour, dans ce terrain de jeu qui était peut-être un terrain des jeux de l'évolution. Il fallait absolument que quelques humains mesurent l'étendue du travail. Comprendre le travail, c'était déjà participer. C'est pour cela qu'on les avait dotés d'un joli cerveau, pas pour faire des arpèges. Même l'ascète, le solitaire qui va s'asseoir dans une caverne ou sous un arbre dans la jungle, il ne peut pas complètement se libérer de cette solidarité avec le reste du monde. L'air qu'il respire est plein de toutes les vibrations du monde. La nourriture qu'il mange contient les vibrations du monde. Et, par conséquent, il suffit qu'il existe pour qu'il ait une solidarité avec les difficultés du monde. Parce que c'était le refrain. Si je m'en allais un peu là dans les Himalayas, je pourrais tellement mieux surmonter mes difficultés. Et après, je redescendrais plus fort, j'aurais fait un pas. Après, on remet le manteau du monde et c'est comme avant. Il n'y a jamais d'après. Il faut faire le travail dans les conditions du laboratoire terrestre. On n'échappe pas. Vous pouvez, dans une certaine mesure, établir un équilibre intérieur, mais vous vivez dans un entourage qui est plein de déséquilibres.
Vous donnez et vous recevez. Vous respirez et vous absorbez. Alors, il y a un mélange qui se produit. Ce qui fait que l'on peut dire que tout est contagieux parce que vous vivez dans un état de vibration constante. Et pourtant, c'était très simple. On ne sait pas à quel point c'est simple. Ce n'est pas la somme des difficultés qui est grave. Ce n'est même pas de se casser la figure en route qui est grave. Ce n'est pas du tout d'être vertueux ou pécheur qui importe. Où est-il, cet unique saint du monde? On avale ces microbes comme tout le monde, mais avec une différence, la sincérité du propos. C'était son refrain à elle. Soyez sincères, soyez sincères. C'était la seule défense dans cet engloutissement général. C'était la seule solidité du terrain. Simplement une attitude sincère telle que, à travers tout, le plus obscur, le plus rebelle, le plus contradictoire, et on porte tout le monde de contradiction, toutes les obscurités sont là, tous les microbes possibles, en dépit de tout, et envers et contre tout, il y a ce quelque chose dedans qui garde le cap évolutif. C'est là que je vais, c'est ça que je veux. Alors, chaque contradiction devient une force de plus d'aller en avant. La bataille de l'évolution ne consiste pas à ne jamais se tromper, mais à saisir toutes les occasions dans le sens vrai. Alors on est toujours dans le sens, par n'importe quel détour. C'est le besoin de vérité qui crée la vérité. C'est le besoin d'un autre air qui crée le prochain air évolutif, comme c'est le besoin d'en sortir qui a fait pousser des ailes aux reptiles du secondaire. Ce ne sont pas ces vertus de reptiles qui l'ont tiré d'affaire. C'est cela, la sincérité évolutive. Aller dans le sens, par n'importe quel moyen, oui, aller là, c'est là que je vais. Et même si je tombe dans l'enfer, c'est encore là que je vais, parce que c'est seulement là qu'on respire. Il y a un moment, disait-elle, où la vie telle qu'elle est, où la conscience humaine telle qu'elle est, paraît une chose absolument impossible à supporter. On dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas continuer. Eh bien, quand on en est là, il n'y a qu'à jeter son tout son effort, toute sa force, toute sa vie, tout son être dans cette chance, ou si l'on veut, cette occasion exceptionnelle qui est donnée de passer de l'autre côté. Cela vaut la peine de jeter beaucoup de bagages derrière, de se débarrasser de beaucoup de choses pour pouvoir faire le saut là. Et elle disait que cette sincérité-là, ce besoin-là d'autre chose, était si puissant dans sa simplicité qu'il avait un pouvoir même sur la mort. Nous ne saurons jamais combien les clés du prochain monde sont simples, aussi simples que les difficultés sont formidablement compliquées. Et une fois la pousse enracinée, elle se répandra sur le reste du champ terrestre automatiquement. La contagion joue dans les deux sens aussi. L'interdépendance. Les années passaient, et c'était comme si le problème devenait plus serré, plus urgent. Il fallait que quelque chose se produise. Quoi? Elle ne le savait pas elle-même très bien.
On voudrait avoir devant soi des centaines et des centaines d'années pour pouvoir faire le travail, leur disait-elle déjà en 1955. Elle était devant cette masse humaine, plus de 1000 personnes, 1185 en 1958, son laboratoire, et ça bougeait si lentement, si comme tous les jours. On est choqué quand il y a quelques milliers de roupies qui sont gaspillées, mais on n'est pas choqué quand il y a des flots de conscience et d'énergie qui sont détournés de leur fin véritable. Si l'on veut faire une œuvre divine sur la terre, il faut venir avec des tonnes de patience et d'endurance. Il faut savoir vivre dans l'éternité et attendre que la conscience s'éveille en chacun, la conscience de ce qu'est la vraie honnêteté. Ils ne comprenaient pas vraiment l'enjeu terrestre, et comme leurs gestes, leurs petits gestes honnêtes, conscients, là, dans un tout petit détail de la matière, pouvaient avoir ses répercussions dans toute la matière. Parce qu'il y a des moments vraiment exceptionnels dans l'histoire de la matière, où les conditions évolutives, climatiques, pourrions-nous dire, sont telles qu'un tout petit grain de pollen, là, voulu, joli, gratuit, simple, pur, peut engendrer toute une manière d'être nouvelle sur la Terre. Nous ne comprenons rien aux grandes choses du monde. Nous les cherchons là où elles ne sont pas. Nous cherchons de l'éclat et du tambour humain, quand c'est autre chose que de l'humain qui doit sortir de l'inutilité post-humaine. Une toute petite manière d'être qui a une autre qualité. Il y avait un vieux fou à l'ashram, parfaitement inutile et querelleur par-dessus le marché. Et tout le monde s'étonnait que mère garde pareille brebis. Sous-entendu, moi je suis tellement mieux, et pas fou naturellement. Pourquoi gardez-vous un tel? Mais il fait si bien les enveloppes. Il n'y en a pas deux comme lui pour faire des enveloppes. Et voilà. Il y a quelqu'un au monde qui collait parfaitement les enveloppes. Et elle inventait toutes sortes d'occupations invraisemblables, avec les uns les autres. Un minuscule travail de 5 minutes dans la journée. Un mélange de vernis pour les ongles pour obtenir telle couleur rose saumon exacte. Des fleurs arrangées d'une certaine façon dans un vase en comptant le nombre des pétales pour obtenir un chiffre. Des timbres de Nouvelle-Calédonie ou de Patagonie à classer historiquement. Nous ne finirions pas les listes invraisemblables, quelquefois utiles, mais pas toujours apparemment. Toutes ces occupations inventées, c'était une manière particulière de toucher la matière. Avec chacun, elle touchait la matière d'une manière particulière. Qui comprenait le geste exact, conscient, honnête? Qui comprenait que l'autre façon ne se fabrique pas de la vieille façon, mais qu'il faut la fabriquer tout de même. Il faut bien commencer par quelque chose, ça ne va pas tomber du ciel. Le prochain monde, il commence avec un tout petit geste. Il faut faire le geste. Il faut commencer quelque part. Que dirait le chimpanzé du néolithique d'une certaine manière humaine de polir des silex? Il rigolerait si les chimpanzés rigolent. Nous sommes complètement à côté. Et il pensait, mère fera, mère est là, ce n'est pas nous qui allons faire tout ça. Évidemment, ce n'était pas eux.
Et il n'y a pas un seul homme capable de fabriquer l'autre homme, parce que pour le fabriquer, il faut savoir ce que c'est. Fabriquer de l'inconnu, fabriquer de l'inexistant. Mais il y a aussi une autre manière de laisser faire l'autre chose et de ne pas boucher les portes constamment avec la vieille routine mortelle. On leur demandait seulement de ne pas boucher la porte, de faire un trou là-dedans pour que ça entre ces tonnes de conscience qu'elle déversait. Et Mère ne pouvait pas faire ça toute seule. Il y a là toute une dimension du problème qu'elle tentait de leur expliquer avec une sorte de pathétique qui nous serre le cœur maintenant. Elle était là, vraiment, comme une ancienne de l'évolution, qui connaissait bien l'histoire, qui l'avait vécue beaucoup de fois, l'avait soufferte beaucoup de fois, et qui aurait tellement voulu qu'on fasse le pas sauveur. Elle ne pouvait pas faire le pas toute seule. Est-il possible d'obtenir une transformation personnelle totale sans qu'il y ait au moins une correspondance dans la collectivité? Cela ne me paraît pas possible. La nature humaine reste ce qu'elle est. On peut obtenir un grand changement de conscience, ça oui, on peut purifier sa conscience, mais la conquête totale, la transformation matérielle dépend certainement en grande partie d'un certain degré de progrès dans la collectivité. Que ferait un Einstein tout seul au milieu d'une bande de polisseurs de silex? Il n'aurait pas pu être, c'est tout. Il aurait été asphyxié par le climat psychologique. Mère a vécu ces dernières années dans un état d'asphyxie torturante. Elle voyait, elle savait, comme elle les adjurait, les exhortait. La marche individuelle est pour ainsi dire contrôlée ou enrayée par l'état collectif. Il y a entre la collectivité et l'individu une interdépendance dont on ne peut pas se libérer totalement, même si l'on essaie. Et même celui qui, dans son yoga, essaierait de se libérer totalement de l'état de conscience terrestre et humain, serait, dans son subconscient tout au moins, lié à l'état de l'ensemble qui freine, qui tire en arrière. On peut essayer d'aller beaucoup plus vite. On peut essayer de laisser tomber tout le poids des attaches et des responsabilités, mais malgré tout, la réalisation, même de celui qui est tout en haut et le tout premier dans la marche de l'évolution, est dépendante de la réalisation du tout, dépendante de l'état dans lequel se trouve la collectivité terrestre. Et cela, ça tire en arrière, au point qu'il faut parfois attendre des siècles pour que la Terre soit prête. Des siècles encore. Et cela dépendait. Cela dépend vraiment de si peu de choses, d'un tout petit état nouveau dans la matière, dans notre matière, un tout petit geste honnête. N'y en aura-t-il pas un quelque part? Tout d'un coup, une fente dans la vieille habitude d'être humain. Et c'est pourquoi, continuait-elle, à l'effort de progrès et de réalisation individuelle, doit s'unir un effort pour essayer de soulever l'ensemble et lui faire faire un progrès indispensable
pour permettre le progrès plus grand de l'individu. Un progrès de la masse, pourrait-on dire, qui permettrait à l'individu de faire un pas de plus en avant. Ce progrès de la masse, sera-ce celui qui gronde lentement à l'est, ou sera-ce celui que nous arracherons à notre propre matière? Parce que le progrès sera fait, que nous le voulions ou non. Plus nous serons rebelles, plus la mécanique sera lourde et impitoyable et écrasante. La nature choisit tous les moyens. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose d'une meilleure manière? Demandait-elle. On pourrait échapper à cette plaisanterie macabre de la nature. Pour elle, cela n'a aucune importance. Elle voit le tout, elle voit l'ensemble, elle voit que rien ne se perd, que c'est seulement remélanger des quantités, d'innombrables éléments minuscules, sans importance, que l'on remet dans un pot et qu'on mélange bien et dont on sort quelque chose de nouveau. Mais ce jeu-là n'est pas amusant pour tout le monde. Et si l'on arrivait, dans sa conscience, à être aussi vaste qu'elle, pourquoi ne ferait-on pas la même chose d'une meilleure manière? Et toujours, elle l'appelait, elle invoquait le grand possible, elle tentait de le semer dans les consciences, ce grand possible, toujours là, qui dépend d'un rien. Le formidable demain dépend d'un souffle. C'est d'une incroyable facilité si on savait. Mais il faut être quelques-uns à savoir, quelques-uns à vouloir, à faire le pas là. Cela a l'air d'une folie, mais toutes les choses nouvelles ont toujours paru des folies avant qu'elles ne deviennent des réalités. L'heure est venue pour que cette folie se réalise. Je voudrais, là, que nous puissions ouvrir le chemin, passer au-delà, tous ensemble, un peu, disait-elle. Elle essayait d'ouvrir un âge de la matière consciente. Elle tirait cette masse. Quel flot d'énergie et de lumière n'a-t-elle pas dépensé sur cette poignée d'humains dans un coin du terrain de jeu, toute petite et blanche là, et si frêle au milieu d'eux, et si terriblement puissante? Elle aurait tout brisé s'il n'avait tenu qu'à elle. Elle se serait lancée comme un ouragan à l'assaut de sa propre matière, mais on ne peut pas forcer la porte toute seule. Ou le peut-on? C'est encore un mystère à éclaircir. Qu'est-ce qu'elle a fait en dépit de nous? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? En 1953, avant son départ, 20 ans avant son départ, sur ce terrain de jeu même, elle posait la question. Elle la posait à ceux-là même qui seront près d'elle jusqu'au bout, ces échantillons humains qui seront comme les symboles de la grande négation du monde et qui pourtant lui demandaient de devenir radieuse, toute puissante, rajeunie, transformée, le miracle vivant de la prochaine terre. Est-il possible qu'un corps change sans que quelque chose change dans l'entourage? Quelle sera votre relation avec les autres objets si vous avez tellement changé? Avec d'autres êtres aussi. Il semble nécessaire qu'il y ait tout un ensemble de choses qui changent, au moins dans certaines proportions relatives, pour que l'on puisse exister, continuer à exister.
C'était le 20 mai 1953. Le 19 mai 1973, tous les contacts avec l'extérieur seront coupés et elle entrera dans quoi? La mort ou autre chose? Qui comprendra ces années où Mère a lentement asphyxié parmi nous? Est-ce en vain? Que s'est-il passé? S'est-il passé quelque chose? Quelque chose que nous ne comprenons pas encore parce que nous ne comprenons que les gestes et les éclats du présent humain immédiat. Un début universel. Ça se comprend des siècles après, quand les historiens s'aperçoivent tout d'un coup que cette tribu paillarde, c'était la France. Où ce pli-là, c'était le tertiaire. Nous sommes là à balbutier l'histoire du prochain âge comme un scribe sans mémoire. Seul avec Mère, à travers un rideau qu'il faudrait détruire ou désenchanter, peut-être.